Mon mari m'avait dit que le voyage en famille était annulé. Apparemment, il n'y avait pas assez d'argent, alors je suis restée à la maison cette année. J'y ai cru et j'ai travaillé tout le week-end. Quelques jours plus tard, j'ai vu une publication de sa sœur, un grand dîner, tout le monde réuni au bord du lac, sauf moi. Je n'ai rien dit. Puis Henri m'a envoyé un message. Besoin de 2800 $. C'est urgent. J'ai simplement répondu. Demande à ta famille. Et c'est là que tout s'est arrêté. J'ai cessé de payer pour lui, et j'ai commencé à penser à moi. Le message d'Henri s'affichait encore sur mon téléphone pendant que je me tenais dans le placard à fourniture de l'hôpital, entouré de boîtes de gaz et d'odeurs d'antiseptiques. 3 jours plus tôt, il m'avait juré que le voyage familial au lac était annulé parce que j'étais trop juste financièrement. 3 jours plus tôt, je l'avais cru. Mais 2 heures avant son texto, j'avais vu sur Instagram la photo publiée par sa sœur Mélissa, toute la famille réunie au lac, en train de trinquer. Henri y souriait dans un coin du cadre. Et maintenant, il voulait que je paie la mensualité de l'hypothèque de sa mère. Mes doigts ont tapé. Demande à ta famille. Il a aussitôt appelé. J'ai laissé le téléphone vibrer 3 fois dans ma main, puis j'ai rejeté l'appel. Une collègue avait besoin du placard, alors j'ai attrapé la boîte de pansements que j'étais venue chercher et je suis retournée dans le vacarme des soins intensifs. Il me restait 4 heures de garde, mais mon mariage, lui, venait de se terminer en 5 mots. Ce n'avait pas toujours été une histoire d'argent. 7 ans plus tôt, Henri et moi nous étions mariés au tribunal. Il portait un costume emprunté, moi la vieille robe de ma mère. Nous avions promis de tout partager. Notre mariage avait coûté 300 $, et on riait en disant que l'amour, c'est gratuit et c'est tout ce qu'il faut. À l'époque, sa famille semblait adorable. Sa mère, Nancy, apportait des plats faits maison. Son père, Robert, nous avait aidés à déménager nos meubles d'occasion. Sa sœur Mélissa m'appelait « sœur » et je la croyais sincère. Mais petit à petit, les choses ont changé. L'hémorragie financière a commencé doucement, presque imperceptiblement. Un jour, Nancy a évoqué, l'air de rien, les taxes foncières de la maison du lac qui augmentaient. Ces vieilles maisons familiales. Parfois je me dis qu'on devrait la vendre. Elle avait dit ça en buvant son café, les yeux fixés sur la tache d'eau au plafond de ma cuisine. Et moi, je n'avais encore rien compris. J'avais vu le visage d'Henri se crisper à l'idée de perdre les étés de son enfance au bord du lac. Et sans trop réfléchir, je m'étais entendu dire. On pourrait peut-être payer les taxes cette année, juste le temps que les choses s'arrangent. Nancy m'avait aussitôt serré dans ses bras, les larmes aux yeux, me traitant de « fille qu'elle n'avait jamais eue ». Au début, le chèque n'était que de 500 $. Puis 1000 $. Et bientôt, sans même qu'on en discute, 2800 $ par mois. Henri s'occupait de tout, m'assurant que ses parents allaient mieux et qu'ils finiraient par nous rembourser. Il y a 3 semaines, Nancy est venue chez nous avec sa fameuse tarte aux pommes, celle à la croûte tressée qu'elle ne préparait que pour les grandes occasions. Je l'ai servie dans nos vieilles assiettes dépareillées pendant qu'elle parlait des réparations nécessaires au quai du lac. Elle me remercia encore de notre aide, racontant à quel point elle se vantait de moi auprès de ses amis de l'église. Peu de filles de ton âge comprennent la vraie loyauté familiale, avait-elle dit en me tapotant la main, sa bague étincelant sous la lumière. Un diamant de 2 carats, cadeau de ses 30 ans de mariage. Moi, je portais toujours la petite pierre d'un quart de carat qu'Henri m'avait offerte à sa demande. Je m'étais toujours dit que la taille n'avait pas d'importance. La conversation qui a tout changé s'est passée quelques jours plus tard, sur notre table de cuisine bancale, celle qu'on avait trouvée sur un trottoir 5 ans plus tôt et repeinte en blanc pour cacher les rayures. Henri était assis en face de moi, jouant nerveusement avec son alliance, incapable de soutenir mon regard. Le lac est fermé cette année, avait-il dit d'un ton faussement désolé. On est trop serré, Lorraine. Peut-être l'été prochain. J'avais pris sa main, sentant sous mes doigts les callosités laissées par ses clubs de golf, le coffret de luxe que son père lui avait offert pour son anniversaire, et qu'il utilisait chaque week-end pour faire du réseau, pour son cabinet de conseil, un cabinet qui, pourtant, ne semblait jamais trouver de clients. On est tous dans le même bateau? Avais-je répondu doucement, en calculant déjà les heures supplémentaires que je pourrais faire. Je vais prendre quelques gardes le week-end. On s'en sortira. Il avait alors souri, ce même sourire un peu gamin qui m'avait fait craquer à la fac, quand on vivait de nuits instantanées et de rêves. Rim babe, merci de ta compréhension. Maman et papa seront déçus, mais ils comprendront. J'avais imaginé le visage de Nancy, sa déception de ne pas organiser la traditionnelle réunion de famille.
Et la culpabilité m'avait serré la poitrine pendant que je me connectais au système de l'hôpital pour m'inscrire à des gardes de 12 heures, samedi et dimanche. Des journées entières, épuisantes, mais qui rapporteraient un peu plus pour aider la famille d'Henri. Ce vendredi matin-là, juste avant que je parte pour mes gardes, Henri s'était montré d'une tendresse inhabituelle. Ce matin-là, Henri m'avait préparé du café. Pas le café ordinaire du supermarché, non, celui de la petite boutique spécialisée, qu'il achetait seulement pour les grandes occasions. Il m'avait regardé me préparer pour le travail, silencieux, presque attentif. Quand j'ai attrapé mon sac, rempli de barres protéinées et de nouilles instantanées, mes repas pour les 48 heures à venir, il m'a soudain tiré contre lui. Ses mains se sont posées sur mes épaules, ses pouces dessinant de petits cercles sur ma blouse. « Lorraine » avait-il murmuré, d'une voix un peu étranglée. Quelque chose dans son ton m'avait fait lever les yeux. Ses regards étaient brillants, presque fiévreux. « Merci pour ta compréhension, pour ton soutien. Je sais que ce n'est pas facile. Nous sommes mariés ?» avais-je simplement répondu. « Ta famille est ma famille. » Il m'avait alors embrassé plus longtemps que d'habitude, ses doigts glissant dans mes cheveux. Et quand il s'était éloigné, j'avais vu dans son visage quelque chose que je n'avais pas su nommer. De la culpabilité, peut-être, ou du chagrin. Ou juste la fatigue, le stress financier. « Je t'aime » avait-il soufflé contre mon front. « Je t'aime aussi » avais-je répondu, en me demandant déjà si j'allais me permettre un café à la cafétéria de l'hôpital ou si je devais économiser mes 4 $. Maintenant, debout dans le couloir des urgences, le téléphone dans la poche, je comprenais enfin cette expression. Ce n'était pas du stress. Ni de l'amour. Ni même de la culpabilité. C'était un adieu. Il me disait au revoir à la femme qu'il allait trahir, à la confiance qu'il allait briser, à celle que j'étais encore à ce moment-là, la femme qui aurait tout fait pour sa famille. Le souvenir du placard à fournitures me revenait en boucle pendant mon service. 2 heures plus tôt, tout s'était éclairé. 2 heures plus tôt, j'étais fatiguée mais fière. Je travaillais dur pour soutenir une famille que je croyais en difficulté. Maintenant, je voyais tout autrement. Chaque transfert de paiement. Chaque sacrifice. Chaque week-end passé à travailler pendant qu'il profitait du lac sans moi. 2800 $ par mois. Pendant 3 ans. Les couloirs des soins intensifs s'étiraient devant moi. J'avançais, machinalement, mon téléphone brûlant dans ma poche comme une braise qu'on ne peut pas éteindre. Chaque patient, chaque formulaire, chaque geste se déroulait dans un brouillard d'incrédulité. Mon corps suivait la routine, mais mon esprit, lui, bouillonnait. Le samedi matin est arrivé bien trop vite. 5 heures de sommeil agité sur notre vieux matelas bosselé, seul dans le lit. Quand le réveil a sonné, j'ai tendu la main vers l'autre côté du lit, froid. Henri n'était pas rentré. Ou peut-être n'était-il jamais parti. Son oreiller était encore lisse, marqué du creux laissé depuis jeudi soir. J'ai enfilé une nouvelle tenue d'hôpital, pris mon sac, et je suis reparti vers Saint-Maries pour mon service du week-end. À peine 20 minutes après le début du quart, le service de traumatologie a explosé. Les radios des ambulances grésillaient. Collision sur LX75. Au moins 6 voitures impliquées. Plusieurs blessés graves en route. 3 minutes pour se préparer. Et puis le chaos. Les portes automatiques se sont ouvertes à la volée. Un adolescent, 16 ans peut-être, inconscient, le visage couvert de sang. J'ai attrapé la barrière du brancard et l'ai aidé à le pousser jusqu'à la salle de trauma 3 pendant que l'ambulancier énumérait ses constantes. Derrière nous, d'autres sirènes se rapprochaient, stridentes, sans répit. « Lorraine, j'ai besoin de vous ici. » Le docteur Martinez, déjà en blouse, donnait ses ordres avec calme. Ses mains se déplaçaient avec une précision de métronome pendant que nous stabilisions le garçon. En quelques minutes, le sang avait traversé mes gants, transformant le latex bleu en rouge foncé. Dans le couloir, on entendait les cris d'une mère, quelqu'un l'avait guidé jusqu'à la chambre, mais le protocole l'obligeait à rester dehors pendant qu'on luttait pour sauver son fils. Pendant 6 heures, je n'ai pas pensé à Henri. Pas une seule fois. La crise a ce pouvoir-là, elle vous enferme dans le présent. Vérifiez les constantes. Rassurez les familles. Passez au patient suivant. Le garçon a survécu. De justesse. Quand nous avons enfin laissé entrer sa mère, elle s'est effondrée contre moi. Ses larmes ont trempé ma blouse. Je l'ai soutenue, répétant que son fils était fort, qu'il allait s'en sortir. Pendant que mon propre monde, lui, s'effondrait en silence dans ma poitrine. Quand la première vraie pause est arrivée, il était déjà plus de 19 heures.
La cafétéria était fermée. Je me suis rabattue sur les distributeurs automatiques, un sandwich sec, un café tiède. Je les ai emportés dans la salle de repos du personnel. Mes pieds pulsaient dans mes chaussettes de contention. 12 heures de passé, encore 12 à venir demain. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier mes messages. Rien d'Henri. Mais une notification m'a sauté aux yeux, story publiée par Mélissa. Il y a 4 heures. Contre toute logique, j'ai cliqué. La vidéo a mis une éternité à charger sur le Wi-Fi capricieux de l'hôpital. Puis, enfin. Le lac au coucher du soleil. Une lumière dorée qui dansait sur l'eau. La caméra de Mélissa a balayé la scène d'un geste maladroit, enthousiaste. Un week-end en famille parfait. Et sa voix, joyeuse, a résonné dans mes écouteurs. Quelle chance d'être tous réunis. La voix de Mélissa sonnait légère, joyeuse. Sur l'écran, des coupes de champagne apparurent, s'entrechoquant dans un tintement clair. La caméra glissa sur une grande table dressée en plein air, illuminée par des guirlandes scintillantes. Sous les ampoules dorées, un festin, un jambon glacé au centre, entouré d'épis de maïs, de salades colorées et du fameux crumble aux pêches de New York. La mise en scène parfaite du bonheur familial. Puis la caméra commença à filmer les visages. Nancy, radieuse dans une robe d'été corail, ses cheveux blonds fraîchement teints, impeccables. Robert au barbecue, une spatule dans une main, une bière dans l'autre. Jake, accompagné d'une jeune femme que je n'avais jamais vue, sa nouvelle petite amie, sans doute, celle qu'il trouvait encore trop timide pour me rencontrer. Même Brian, l'ancien coloc d'Henri à la fac, était là, il avait fait 3 heures de route pour ce voyage annulé. Et puis, à la 7e seconde de la vidéo, il apparut. Henri. Mon mari. Une bière levée vers la caméra, son alliance captant la lumière du soleil couchant. Il portait la chemise Tommy Bahama que je lui avais offerte pour Noël dernier, celle qu'il trouvait trop belle pour être portée souvent. Son visage? Paisible. Détendu. Celui d'un homme sans souci, sans remords, sans une femme épuisée à 40 minutes de là, en train de sauver des vies entre 2 cafés froids. Je l'ai regardé 17 fois. 17 fois, dans la salle de pause éclairée au néon, mon sandwich oublié sur la table. Chaque visionnage révélait un nouveau détail. La bière artisanale dans la main d'Henri, une Stone Brew IPA, 15 $ le pack de 6, un luxe qu'on avait arrêté d'acheter depuis des mois. La robe de Nancy, flambant neuve, encore marquée de l'étiquette Nordstrom visible quand elle se tourne. La table? En porcelaine fine, celle qu'elle jugeait trop précieuse pour les repas ordinaires. La petite amie de Jake portait un bracelet tennis qui accrochait la lumière. Et Brian versait un vin qui, à en juger par la bouteille, coûtait au moins 100 $. Même les épis de maïs avaient leur petit support fantaisie, ces minuscules épis de maïs en métal que Nancy avait achetés l'été dernier chez Williams-Sonoma. Mon café avait refroidi depuis longtemps, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. Ce n'était pas une réunion improvisée. Tout était planifié, organisé, préparé. Le jambon seul avait dû cuire des heures. La coiffure de Nancy avait nécessité un rendez-vous pris des semaines à l'avance. Les guirlandes lumineuses? Neuves, de qualité professionnelle, pas celles qu'on trouve en promotion chez Target. Ils savaient tous. Chaque personne dans cette vidéo savait que le voyage n'avait jamais été annulé. Et pendant qu'ils levaient leur verre au bord du lac, moi, je m'inscrivais pour des heures supplémentaires. Mes mains tremblaient. J'ai fermé Instagram, puis j'ai ouvert l'application bancaire. Il fallait que je voie. Que je comprenne vraiment. Et là, tout s'est affiché. 36 mois de virement. 2800 $, le premier de chaque mois. Certains intitulés « aide familiale ». D'autres, taxes foncières. Quelques-uns, fonds d'urgence. Total, 100 800 $. 100 800. Je refais le calcul, encore. Cet argent aurait pu rembourser mes prêts étudiants. Nous offrir une voiture digne de ce nom. Financer de vraies vacances, des vacances où les 2 conjoints sont invités. Remplacer notre lino usé, réparer la table bancale, acheter des meubles qui ne sentent pas la poussière des vides-greniers. Le service du dimanche commençait à 7 heures. J'avais dormi 3 heures, à peine, dans une salle de garde glaciale. Trop fatigué pour rentrer, trop lasse pour penser. Dans le miroir de la salle de bain, mon reflet me fit presque peur. Yeux creux. Peau pâle. L'air d'une femme qui s'épuise et qui, quelque part, a trahi elle aussi, ou s'est laissée trahir sans rien voir venir. La journée fut un déluge. Plus de patients, plus d'urgence, plus de familles à apaiser.
Alors que la mienne se désagrégeait en silence. Vers midi, le docteur Martinez m'arrêta dans le couloir, l'air soucieux. Ça va, Mitchell? Tu sembles ailleurs, juste épuisé. J'ai souri par réflexe. J'avais utilisé mon nom de jeune fille sans même y penser. Il me connaissait d'avant Henry, quand j'étais encore Lorraine Mitchell, l'infirmière pleine d'entrain, avec des rêves plein la tête. Les gardes du week-end, ai-je soufflé. Ça s'accumule. Il m'a observé un instant, puis a hoché la tête. Fais une vraie pause. Ordre du médecin. 30 minutes. Sans téléphone, sans dossier. Juste toi. À 18h, j'étais de retour dans la salle de repos. Même chaise. Même lumière blafarde. Même vue sur le parking désert. Et, bien sûr, la même application. Cette fois, Mélissa avait publié les vraies photos. Des images parfaites, nettes, filtrées, presque dignes d'un magazine. Toute la famille alignée sur le quai, bras dessus bras dessous, le lac scintillant derrière eux. Henry, au centre, entouré de ses parents, un sourire sincère aux lèvres. Sous la photo. Samedi, 14h47. Exactement à l'heure où, moi, je tenais la mère d'un adolescent mourant dans mes bras. J'ai refermé Instagram. Puis j'ai pris la route du retour, par les rues vides d'un dimanche de fin de garde. Il était 23h. La ville semblait endormie, ou simplement indifférente. Ma vieille Honda, 8 ans d'âge, sifflait à chaque feu rouge. Le voyant moteur clignotait, obstiné, comme un rappel ironique. Quelque chose, quelque part, est en train de lâcher. On n'avait pas les moyens de la réparer. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit. La radio diffusait une chanson douce sur la confiance et l'amour. Je l'ai éteinte. Le silence me convenait mieux. Quand je suis arrivée dans notre résidence, la place d'Henry était vide. Bien sûr qu'elle l'était. Il devait encore profiter du lac, du soleil, de sa famille, pendant que je comptais les heures d'un week-end sans sommeil. J'ai monté les 2 étages jusqu'à l'appartement, chaque marche me pesant comme du plomb. À l'intérieur, tout était resté exactement comme je l'avais laissé vendredi matin. La tasse de café d'Henry traînait près de l'évier, encore sale. Le lit parfaitement fait, sans un pli déplacé. Je me suis affaissée sur notre vieux canapé, sans même allumer la lumière. Toujours en tenue d'hôpital, trop fatiguée pour me doucher. Trop vide pour dormir. Dans ma tête, tout se rejouait en boucle. La salle de traumatologie, la mère en larmes, la vidéo de Mélissa. Les 36 mois de virement. Et ce silence d'Henry. Pas un message. Pas même un « comment ça va ?» Rien. Le lundi matin arriva, tranchant comme un scalpel. 7h pile. Une clé tourna dans la serrure. J'étais déjà à la table de la cuisine, une tasse de café devant moi. Quand Henry entra. Il portait un sac en papier de la boulangerie chic du centre-ville. Et un porte-gobelet avec 2 cafés fumants. « Salut, bébé !» lança-t-il gaiement. Son ton était clair, détendu, presque ensoleillé. Son visage, légèrement bronzé, portait la trace d'un week-end au bord de l'eau. « J'ai pensé que tu aurais peut-être faim après ton service, » dit-il en déposant le tout sur la table, comme s'il n'avait jamais eu de secret à cacher. Des bagels tout frais, du fromage à la crème, des garnitures. Un petit déjeuner qui devait bien coûter $30, une somme qu'on n'avait pas vraiment à dépenser. Il me tendit un café, puis se pencha pour m'embrasser sur la joue. Je ne me suis pas reculée, mais je ne me suis pas avancée non plus. « Alors, ton week-end » demanda-t-il en s'installant dans son fauteuil, l'air parfaitement calme. Les gardes ont dû être rudes. Je l'ai observé comme j'examine un patient. À la recherche du moindre signe, du plus petit symptôme de mensonge. Mais Henry était un artiste. Son regard restait franc, son sourire tranquille. Ses mains immobiles. L'image même de la sincérité. Oui, ai-je dit en goûtant mon café. Il était parfait. Exactement comme je l'aime, avec un extra shot de lait d'avoine. Week-end difficile, hein, répondit-il doucement. Je suis désolé que tu aies dû travailler. Et dans son ton, il n'y avait ni remords, ni la moindre faille. J'ai surtout rattrapé mes rapports, dit-il en haussant les épaules. J'ai bossé un peu sur le balcon, pris un peu le soleil, en fait. Il eut un petit rire gêné et se tapota le visage. J'ai oublié la crème solaire, comme un idiot. Le balcon. Notre minuscule balcon qui n'avait de soleil qu'1 heure par jour, à peine de quoi faire sécher une serviette. J'ai hoché la tête sans rien dire, le regard fixé sur lui pendant qu'il mordait dans son bagel.
Des miettes de sésame se sont éparpillées sur la table. Ta mère a envoyé un message, ai-je menti sans hésiter. Elle a dit qu'elle avait besoin du paiement aujourd'hui. Henri n'a pas sourcillé. Ah, oui. Déjà le premier, hein? Le temps file. Je m'en occuperai après ma douche. Il s'est étiré comme un chat repu. Mon Dieu, j'ai mal partout. J'ai dû dormir dans une position bizarre. Ou peut-être passer le week-end à faire du ski nautique, ai-je pensé. Mais je n'ai rien dit. Il s'est dirigé vers la salle de bain, retirant déjà son t-shirt. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu l'eau couler. Puis sa voix. Il chantait. Faux, bien sûr, une chanson pop à la mode. Il ne chantait sous la douche que quand il était parfaitement détendu. Quand tout allait bien. Quand il n'avait rien à cacher. Je me suis tournée vers notre ordinateur portable et j'ai ouvert notre compte bancaire. L'historique a mis du temps à charger. 3 ans de transactions s'affichant lentement, ligne après ligne. Je les avais déjà vues, ces lignes. Mais jamais comme aujourd'hui. Jamais avec cette conscience que chacune d'elles était un mensonge. De janvier à décembre, 3 années d'affilée. $2 800, le premier de chaque mois. Toujours la même somme. Parfois notée, aide familiale. Parfois, taxes foncières. Ou encore, frais médicaux. Je les ai toutes capturées, une à une. Des captures d'écran alignées, datées, rangées, comme des preuves. Mon téléphone était devenu un dossier judiciaire. Je l'ai baptisé simplement « Vérité ». Sous mon nom de jeune fille, j'ai créé un compte cloud séparé. Et j'y ai tout téléchargé. Chaque trace. Chaque mensonge. La douche s'est arrêtée. Je savais qu'il sortirait dans 5 minutes. Henri était d'une prévisibilité presque scientifique. Quand il est réapparu, les cheveux humides et sentant son shampoing hors de prix. J'étais de nouveau assise, mon café à la main. Feignant de faire défiler distraitement mon téléphone. Je file au bureau, dit-il en attrapant son sac. Réunion client à 9 heures. Quel client? Cette société de conseil n'avait jamais rapporté un seul centime. Mais j'ai simplement hoché la tête. Jouant encore une fois mon rôle d'épouse compréhensive. Mardi s'est écoulé dans une normalité presque absurde. Henri faisait comme si de rien n'était. Et moi aussi. Nous avons dîné ensemble, regardé une série. Parlé de courses, de factures. Et même du renouvellement de Netflix. Il m'a dit que ses parents allaient mieux financièrement. Qu'ils n'auraient peut-être plus besoin de notre aide. J'ai hoché la tête. Prononcé quelques phrases polies. Tout en calculant silencieusement ce que 3 ans de mensonges m'avaient coûté. Puis, jeudi. Je déjeunais à la cafétéria de l'hôpital, une salade sans goût devant moi. Le genre de repas bon marché qu'on choisit quand on finance le confort des autres. Mon téléphone a vibré. Un message d'Henri. Chérie, j'ai besoin de $2 800 aujourd'hui. L'hypothèque de maman arrive à échéance. Chérie, tu peux faire le virement? Je fixais le message, les yeux figés sur l'écran, tandis que tout autour de moi l'hôpital poursuivait son chaos parfaitement réglé. Une alarme retentit au loin. Un code d'urgence fut appelé au-dessus de ma tête. Des vraies urgences. Pas les drames fabriqués de la famille Hartley. Mes pouces glissèrent sur le clavier, précis, méthodique, la même précision que j'utilisais pour noter une dose de morphine. 5 mots. Demande à ta famille. Le téléphone vibra presque aussitôt. Le nom d'Henri s'afficha. J'eus presque l'impression de sentir sa panique à travers l'écran. Je me levai, laissant ma salade flétrie sur la table, et traversai le couloir jusqu'au placard à fournitures. Le seul endroit dans tout l'hôpital où l'on pouvait respirer seul, ne serait-ce que 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix n'avait plus rien de son assurance habituelle. Elle tremblait, perchée, étranglée par la peur. Je refermai la porte derrière moi. Autour de moi, des boîtes de gaz, l'odeur d'antiseptique, et ce bourdonnement lointain des respirateurs. Ça veut dire que j'ai vu la vidéo de Mélissa, dis-je calmement. Le fameux voyage annulé. Celui au lac. Celui où tout le monde était là, sauf moi. Un silence tomba. Le genre de silence lourd qui précède une catastrophe. Une suspension de souffle entre 2 battements de cœur sur un moniteur. Lorraine, tu ne comprends pas. La voix d'Henri grésilla, tendue, implorante. Je comprends très bien, l'ai-je coupé. J'ai financé ta famille pendant 3 ans. Pendant que vous festoyiez, je travaillais des nuits entières pour payer la maison de ta mère.
Je comprends que je sois assez bien pour les virements bancaires, mais pas assez bien pour être à table avec vous. Ce n'était pas comme ça. Alors explique-moi, Henri. Dis-moi comment c'était. Dis-moi ce que je n'ai pas vu dans la vidéo, entre le champagne et le crumble aux pêches. Il inspira brusquement. Sa respiration haletante emplissait la ligne, et le placard me sembla soudain minuscule, saturé de mensonges et de désinfectants. Une infirmière frappa doucement à la porte. Lorraine? Il faut que je récupère des pansements. J'ai inspiré profondément. Je dois y aller, dis-je à Henri. De vraies urgences à gérer, pas celles qu'on invente. Je raccrochai. J'ouvris la porte et tendis la boîte de compresses à ma collègue. Puis je repris ma place, mon téléphone en mode silencieux, mon visage impassible. 6 heures encore. 6 heures de vraie souffrance, de vraie vie à sauver. Pas de mensonges à entretenir. Quand je suis rentrée chez nous, vers 20 heures, je me suis d'abord crue dans le mauvais appartement. Des bougies. Partout. Sur la table basse, sur la bibliothèque, jusque sur les rebords de fenêtres. Les plafonniers étaient éteints. La pièce baignait dans une lumière dorée, vacillante, presque irréelle. La table à manger, celle où l'on posait d'habitude nos plats à emporter, était méconnaissable. Dressée avec notre porcelaine de mariage, celle que la tante d'Henri nous avait offerte et que je rangeais depuis 7 ans dans une boîte au-dessus du réfrigérateur. Puis l'odeur m'a frappée. Ail. Basilic. Tomate. Un parfum riche, presque trop chaleureux pour la situation. Henri est apparu dans l'embrasure de la porte, vêtu de la chemise bordeaux que je lui avais offerte à Noël. Celle qu'il jugeait, trop belle pour tous les jours. Dans ses mains, une bouteille de vin. Pas celle à 8 $ du supermarché, non, celle à 30, réservée aux anniversaires. Lorraine, dit-il doucement, presque sur la pointe des mots. J'ai préparé le dîner. Ton plat préféré. Des pâtes arrabbiata. Il en avait fait exactement 3 fois depuis que nous vivions ensemble. La première, pour sa demande en mariage. La deuxième, après une violente dispute à propos du premier prêt de sa mère. Et maintenant? La mise en scène était si évidente que j'ai failli en rire. Assieds-toi, a-t-il ajouté en tirant ma chaise. S'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Je me suis assise, non pas parce que je voulais l'entendre, mais parce que mes pieds me brûlaient encore de 12 heures debout. Et surtout, parce que j'étais curieuse de voir jusqu'où il irait dans sa petite pièce de théâtre. Il a versé le vin, la main légèrement tremblante, puis a servi les pâtes avec le sérieux d'un chef en finale d'émission. Tout le monde se sent mal, a-t-il commencé. La lumière des bougies faisait danser des ombres instables sur son visage. Maman a pleuré toute la journée. Elle n'a jamais voulu te faire de mal. J'ai tourné ma fourchette dans l'assiette. La sauce était parfaite. Épicée, équilibrée. Quel gaspillage de talent. Ta mère a pleuré, ai-je répété. Oui. Elle ignorait que je ne t'avais pas parlé du voyage. Elle a juste supposé. Supposé quoi? Que tu travaillais. Comme toujours. Je l'ai regardé longuement. Toujours les mêmes excuses. Toujours la même inversion. Henri a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée, lentement, pour la poser sur mes genoux. On pensait que ce serait plus simple, dit-il. Tu dis souvent que les grandes réunions te fatiguent. Je dis que beaucoup de choses me fatiguent, Henri. Mais ça ne veut pas dire que je veux être exclue, surtout quand je suis celle qui paie pour que vous vous amusiez. Ce n'était pas une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. J'ai bu une gorgée de vin. Un très bon vin. Probablement débité sur la carte de crédit que je rembourserai encore le mois prochain. Ta famille m'a pris 100 000 $, à nous deux. Pendant que je porte une blouse trouée et que je prie pour que ma voiture démarre le matin. C'est une exagération, murmura-t-il. Je le fixai. J'ai les relevés bancaires. Chaque virement. Depuis 3 ans. Et je veux les voir. Son visage changea alors. Le masque du mari tendre et contrit se fissura. Et, sous la lumière tremblante des bougies, j'aperçus enfin ce qu'il y avait dessous. Quelqu'un d'autre. Peur, peut-être. Ou calcul. Ce sont mes parents, Lorraine. La famille aide la famille. Apparemment, je ne fais pas partie de la famille. Le silence s'étira entre nous, brisé seulement par le petit sifflement d'une bougie qui mourait dans sa cire fondue. La mâchoire d'Henri tremblait, comme s'il mâchait ses mots pour en trouver d'acceptables. Maman veut te parler, finit-il par dire. Elle se sent très mal. Le malentendu?
ai-je répondu. Comme si tout ça n'était qu'un banal quiproquo sur un dîner et non pas 3 ans d'exploitation financière et d'exclusion programmée. Elle peut m'appeler elle-même, ai-je ajouté en me levant. Mais j'en ai fini, Henri. Fini d'envoyer de l'argent. Et fini de faire semblant de ne rien voir. Je l'ai laissé là, seul, au milieu de ses bougies, de ses pâtes, et de ses remords soigneusement chorégraphiés. Vendredi matin. L'appel de Nancy est arrivé alors que j'enfilais ma blouse. Son nom sur l'écran m'a retourné l'estomac. Mais j'ai quand même répondu, en mettant le haut-parleur. Lorraine, ma chérie. Sa voix dégoulinait de cette douceur du Sud qu'elle savait doser à la perfection. Toute cette situation est devenue incontrôlable. Vraiment? Ai-je répondu d'un ton neutre, professionnel. On pensait que tu travaillais, ma chérie. Henri disait que tu avais pris des heures supplémentaires. On ne voulait pas te faire culpabiliser d'avoir manqué le week-end en famille. Je serrai mes lacets, lentement. Alors, au lieu de m'inviter et de me laisser décider, vous avez préféré mentir. On n'a pas menti. Henri m'a dit que le voyage était annulé. C'était vrai, Nancy? Silence. Un silence magnifique. L'argent que tu envoies, ce n'est pas ça le problème, reprit-elle. Nous sommes reconnaissants, bien sûr, mais la famille, c'est plus que de l'argent. Je suis d'accord, dis-je en ajustant ma blouse devant le miroir. C'est justement pour ça que je ne comprends pas pourquoi je suis exclue des événements que je finance. Lorraine, s'il te plaît. La maison, l'hypothèque. On pourrait tout perdre. Tu devrais peut-être vendre un des bateaux, ai-je soufflé, aussi doucement qu'elle. Ou demander à ceux que tu appelles la famille. Ce n'est pas ce que tu crois. Moi, si. Les transferts s'arrêtent. À partir d'aujourd'hui. Et si tu as besoin d'aide, Nancy, demande à ta vraie famille. Celle qui apparaît sur toutes ces jolies photos. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. 3 heures plus tard, la riposte commença. Sur les réseaux. Mélissa, la sœur d'Henri, ouvrit le bal sur Instagram. D'abord des citations vaguement moralisatrices. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui te tiennent la main quand tout s'écroule. Puis une autre. Certaines personnes ne comprendront jamais le mot sacrifice. À midi, elle était passée à l'artillerie lourde. Une photo du lac, légendé. Cet endroit, c'est toute notre histoire. Nos souvenirs, nos rires, nos fêtes. Certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Une vraie famille le sait. D'autres ne voient que des dollars. Les commentaires défilaient sous la publication, venimeux. Des cœurs, des prières, des sous-entendus. Et, entre les lignes, un message limpide. Lorraine était l'ennemie. Des cousins que je n'avais jamais rencontrés me traitaient de sans cœur. Des tantes, qui ne m'avaient jamais invité à rien, me qualifiaient d'égoïste. Et une certaine Barbara, une amie de l'église de New York, je crois, avait même rédigé un long paragraphe sur « les jeunes d'aujourd'hui qui ne comprennent plus les vraies valeurs familiales ». J'ai tout capturé. Chaque mot, chaque commentaire. Avant que Mélissa ne me bloque, j'avais déjà ajouté tout ça à mon dossier de preuves. Ce week-end-là, un nouveau fil s'est ajouté, le message de Jake. Le téléphone d'Henri traînait sur le comptoir de la cuisine, écran allumé, pendant qu'il chantait sous la douche, négligence ou provocation, je ne sais pas. Les messages défilaient. Ta femme est en train de tout détruire. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa dit que tu as fait ton choix, et maintenant regarde où ça vous a mené. Tu as peut-être fait le mauvais choix, mon frère. J'ai tout photographié. Chaque ligne. Les mains étonnamment stables. Des preuves, encore. La preuve de ce que cette famille devenait dès que l'argent cessait de couler. Henri est sorti de la salle de bain, a vu le téléphone dans mes mains et l'a aussitôt récupéré. Jake est contrarié, a-t-il dit, comme si cela justifiait tout. Jake est au chômage depuis 2 ans, ai-je répondu calmement. Il ferait mieux de s'inquiéter de ça. Lundi matin. J'avais pris ma décision. Pendant ma pause déjeuner, j'ai traversé la ville jusqu'à une petite coopérative de crédit que j'avais repérée en ligne. Rien à voir avec notre banque commune. Aucun lien qu'Henri puisse tracer. La conseillère, Patricia, avait des yeux marrons doux et des mèches argentées dans ses cheveux. Sa plaque portait simplement « Patricia ». Je voudrais ouvrir un compte courant, ai-je dit. À mon nom. Elle n'a pas posé de questions. Peut-être qu'elle avait déjà vu ce regard avant. Celui d'une femme qui a fini de supporter. Patricia a tout fait avec calme et bienveillance, sans un mot de jugement. Vous ferez un dépôt aujourd'hui?
M'a-t-elle demandé. Je lui ai tendu mon chèque d'heure supplémentaire. 8 cents. Gagné pendant qu'il profitait du lac. L'ironie m'a frappé comme un écho. L'argent de leurs vacances devenait le premier versement sur mon compte de liberté. La carte que Patricia m'a tendue n'avait rien de spécial, un simple rectangle de plastique bleu. Mais en la tenant dans ma main, j'ai eu la sensation de retrouver une clé. La clé d'une porte que j'avais oubliée depuis longtemps. Je glissai la carte dans une poche qu'Henri ne fouillait jamais, juste derrière ma carte d'hôpital. Ce soir-là, je m'installai à la table de la cuisine, ordinateur ouvert, pendant qu'Henri regardait la télévision dans le salon. Je me connectai au portail RH de l'hôpital. Quelques clics, une confirmation. Désormais, ma paie irait directement sur mon compte. Rien que le mien. Une publicité retentit à la télé. Henri tourna la tête. Tu travailles sur quoi? Je mets juste à jour mes infos professionnelles, répondis-je calmement. Il hocha la tête, distrait, et retourna à son émission. Il n'avait aucune idée que je venais, en silence, de rompre le dernier lien qui me rattachait à la manipulation de sa famille. Mercredi. Je décidai d'utiliser ma pause déjeuner autrement. Pas de cafétéria, pas de salade triste. 3 pâtés de maison plus loin, dans un petit immeuble tranquille, se trouvait le cabinet du docteur Sarachen. 2e étage. Mur couleur crème. Une lumière douce, un jardin visible depuis la fenêtre, et des mouchoirs placés un peu partout, comme si tout ici savait déjà pourquoi j'étais venu. Le docteur Chen était plus jeune que je l'imaginais. Peut-être la quarantaine. Son regard, derrière ses lunettes fines, était calme, ancré. Un regard de quelqu'un qui comprend avant même que vous ne parliez. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Lorraine ?» demanda-t-elle doucement. Et tout est sorti. 3 ans de virement. Les vacances annulées. Les mensonges, les humiliations, les manipulations. La famille d'Henri qui me traitait comme un compte bancaire à visage humain. Quand j'eus fini, la boîte de mouchoirs était à moitié vide. Mais ma poitrine, elle, était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le docteur Chen resta silencieux un instant, puis dit. Ce que vous décrivez, Lorraine, c'est de l'abus financier. C'est réel. C'est grave. Et ce n'est pas de votre faute. Ces mots me frappèrent comme une gifle et une caresse à la fois. Quelqu'un d'autre venait enfin de nommer ce que je vivais. Je me sens tellement stupide, ai-je murmuré. Comment j'ai pu ne pas le voir? Parce que ça commence petit, répondit-elle. Parce que vous l'aimiez. Parce qu'ils ont su déguiser la dépendance en loyauté, et la manipulation en générosité. Ces mots s'enfonçaient lentement, douloureusement vrais. Et les vacances dont on m'exclut tout en prenant mon argent? C'est de la violence psychologique, confirma-t-elle sans détour. Ils vous ont isolé, tout en profitant de vous. C'est une double blessure. Je hochai la tête. Quelqu'un voyait enfin la scène entière. Sans excuse. Sans détour. J'ai commencé à remettre de l'ordre dans mes finances, dis-je. J'ai ouvert mon propre compte. C'est un grand pas, répondit-elle en souriant. Comment vous sentez-vous? Terrifiée, ai-je avoué. Mais libre. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Quand je suis sortie, j'avais déjà fixé un nouveau rendez-vous pour le mois suivant. Et je savais que les $2800 que je ne verserais plus à Nancy paieraient largement plusieurs séances de thérapie. Jeudi. Puis vendredi. Mes pauses déjeuner devinrent mes heures de recherche. Pas sur les réseaux. Pas sur lui. Sur moi. Sur où je pourrais vivre seule. Les annonces défilaient, trop cher, trop miteux, trop loin. Mais vendredi après-midi, enfin, une annonce m'a arrêté. Un 2 pièces, dans un vieil immeuble de briques rouges. Autrefois une école catholique, aujourd'hui transformée en appartement. Propre, calme, à 10 minutes de l'hôpital. J'ai appelé aussitôt. La propriétaire, Madame Patterson, avait une voix chaude, maternelle, un timbre qui rappelait celui de ma grand-mère. Pouvez-vous passer demain matin? Disons 10 heures, a-t-elle ajouté. Le lendemain, j'ai dit à Henri que je prenais un service supplémentaire. Mais au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à l'ancienne école. Madame Patterson m'attendait dehors, une femme d'une 60aine d'années, cheveux argentés, regard lucide. Vous êtes l'infirmière de Saint-Marie? Oui, madame. Elle m'a fait monter un escalier étroit jusqu'à un appartement d'angle. Quand la porte s'est ouverte, la lumière du matin a traversé les grandes fenêtres, inondant la pièce. Le parquet d'origine, rayé mais propre. Une petite cuisine avec une cuisinière à gaz.
Une salle de bain où trônait une baignoire sur pied. J'étais infirmière aussi, a-t-elle dit en m'observant. Retraitée depuis 5 ans. Je connais ce regard, celui d'une femme qui a besoin d'un nouveau départ. C'est si évident? Seulement pour quelqu'un qui est passé par là. Elle m'a tendu un formulaire de location. Prenez votre temps. Si vous le voulez aujourd'hui, il est à vous. J'ai rempli le formulaire lentement. Sous mon nom de jeune fille, Lorraine Mitchell. Écrire ce nom m'a fait l'effet d'une respiration retrouvée. Quand puis-je emménager? Quand vous serez prête, dit-elle simplement en me tendant les clés. Puis, avec un petit sourire. Parfois, le meilleur moment pour recommencer, c'est maintenant. Ce soir-là, c'était la partie de poker mensuelle d'Henri avec Jack et leurs amis. Il est parti à 19h, m'a embrassé distraitement sur la joue, déjà absorbé par ses textos sur la bière et les mises. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai commencé. Je me suis déplacée dans l'appartement comme dans une salle d'opération. Précise. Calme. Méthodique. Je n'ai pris que ce qui était à moi avant le mariage, l'essentiel. Mes manuels d'infirmière? La cafetière que j'avais achetée moi-même. Quelques vêtements? Et la boîte à bijoux de ma grand-mère. Les cartons venaient du quai de chargement de l'hôpital. Je les avais gardés au cas où. Tout le reste est resté. La porcelaine du mariage? Les tableaux? Les souvenirs fabriqués pour la façade. C'est tant d'objets partagés, figés dans un décor auquel je n'appartenais plus. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé les relevés bancaires, classés par ordre chronologique. 36 mois de preuve. À côté, mon alliance. Le petit diamant a capté une dernière lueur du plafond avant de s'éteindre. Et une feuille, écrite d'une main ferme. J'ai retiré mon financement et ma vie de cet arrangement. Ta famille peut te soutenir maintenant. Quand Henri a garé sa voiture sur le parking, un peu après minuit, j'étais déjà partie. Assise par terre dans mon nouvel appartement. Juste un sac de couchage et le silence. Un silence doux, plein, presque sacré. Celui de la liberté retrouvée. Le premier message vocal est arrivé mardi matin. Alors que je venais de vérifier la tension d'un patient. Le numéro de Nancy s'affichait dans mes appels manqués. J'ai écouté son message pendant ma pause. Lorraine, ma chérie, c'est maman. Le simple fait qu'elle s'appelle maman m'a donné la chair de poule. Il doit y avoir une confusion à la banque. Le virement n'a pas été effectué. Peux-tu vérifier? Rappelle-moi. Le lendemain, mercredi, un nouveau message. Lorraine, la société de crédit immobilier a appelé. C'est grave. On a besoin de ce paiement aujourd'hui. S'il te plaît, rappelle-moi. Jeudi, son ton avait changé. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Après tout ce qu'on a fait pour toi, on pourrait perdre la maison. J'ai supprimé chaque message après une seule écoute. Aucune culpabilité. Aucun doute. Juste une légère satisfaction, comme voir quelqu'un qui t'a coupé la route se faire arrêter quelques kilomètres plus loin. Tu as l'air différente, m'a dit Bette pendant la relève de nuit, jeudi soir. Mieux reposée, ou quelque chose comme ça. Enfin, je dors, ai-je répondu. Et c'était vrai. Dans mon nouvel appartement, je dormais sans les ronflements d'Henri. Sans les factures impossibles à boucler. Sans le poids d'une famille qui me méprisait toute envie dans mon compte. Vendredi après-midi, Mélissa a contre-attaqué. Je déjeunais à la cafétéria de l'hôpital quand la photo est apparue sur Instagram. La maison au bord du lac, baignée par la lumière dorée de l'après-midi. Un panneau rouge et blanc à vendre planté dans la pelouse. Sa légende était d'une hypocrisie parfaite. À cause de l'égoïsme de certains, des souvenirs d'enfance sont vendus. 30 ans de réunions de famille envolées. Certains ne voient que l'argent là où nous voyons notre maison. La section des commentaires s'est transformée en champ de bataille. Des cousins que je ne connaissais même pas me traitaient de sans-cœur. Des tantes, qui ne m'avaient jamais invité à quoi que ce soit, me qualifiaient d'égoïste. Et une certaine tante Hélène a écrit un roman entier sur les jeunes épouses d'aujourd'hui qui ne comprennent pas le sacrifice. Ironique, venant de gens qui prenaient mon argent, pas l'inverse. Mais cette fois, quelqu'un a pris ma défense. Suzanne, ma collègue de nuit douce, droite, et redoutable quand il le faut, était tombée sur la publication. Celle qui m'avait remplacée pendant mes pires quarts de travail. Qui m'avait vu compter mes pièces pour un sandwich pendant que j'envoyais des milliers à la famille d'Henri. Son commentaire tenait en une seule phrase.
Peut-être que si on la traitait comme un membre de la famille plutôt que comme un distributeur automatique, elle aurait continué à aider. Juste une pensée. Mélissa l'a supprimée en quelques minutes. Mais pas avant que Suzanne fasse une capture d'écran. À la fin de mon service, la moitié du personnel infirmier l'avait vue. Elle m'avait adopté. Ces femmes savaient ce que signifiait l'épuisement, le sacrifice et la dévalorisation. Bête à regarder la capture d'écran, secouer la tête et lâcher. Publier ça après avoir pris ton argent pendant des années, quelle audace. Samedi matin, Henri a lancé sa campagne. Le premier email est arrivé à 6 heures du matin. 3 pages, interlignes simples, retraçant toute notre histoire et détaillant, point par point, les raisons de mon erreur. J'ai lu le premier paragraphe, puis j'ai cliqué sur supprimer. Les fleurs sont venues ensuite. Livrées à l'accueil de l'hôpital, en plein service. 2 douzaines de roses rouges, trop parfaites, trop tardives. La carte disait simplement. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. H. Maria, la réceptionniste, leva les yeux vers moi. Tout l'hôpital connaissait déjà mon histoire par le bouche à oreille. Tu veux que je les donne au service de cardio? Parfait, ai-je dit. Les patients les apprécieront plus que moi. Dimanche, il a franchi une nouvelle ligne. Je sortais par la sortie du personnel, encore engourdi par 12 heures de garde, quand je l'ai aperçu près de ma voiture. Pâle, mal rasé, vêtu de vêtements froissés. La fatigue lui collait au visage comme la honte qu'il refusait d'admettre. Lorraine, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Éloigne-toi de ma voiture, Henri. Il faut qu'on parle, de nous. Il n'y a pas de nous. Il y a toi et ta famille, et moi et mon amour-propre. Ce sont 2 relations différentes. Ce n'est pas juste. J'ai ri. Un rire sans joie. Juste, Henri. Juste m'aurait invité aux vacances que j'ai payées. Juste m'aurait dit où allait notre argent. Juste m'aurait traité comme une épouse, pas comme une banque. Il a fait un pas pour bloquer ma portière. C'est alors que l'agent Johnson est apparu. La sécurité de l'hôpital surveillait la scène depuis l'intérieur. Monsieur, vous devez quitter l'enceinte, dit Johnson, main sur sa radio. Voici ma femme qui vous a demandé de vous éloigner de son véhicule. Allons-y. Henri recula, les épaules voûtées. Ce n'est pas fini, Lorraine. Nous sommes mariés. Plus pour très longtemps, ai-je répondu en montant dans ma voiture. À travers les vitres du bâtiment, j'ai aperçu les infirmières de relève. Elles applaudissaient doucement. Le docteur Martinez est apparu dans le couloir, une tasse de café à la main. Ça va, Mitchell? Il utilisait désormais mon nom de jeune fille sans que je le lui ai demandé. Mieux que ça, ai-je dit en acceptant la tasse. Libre. Lundi matin, Henri a tenté une autre approche. Un SMS, cette fois. Jack a perdu sa moto. Il a dû vendre ses vestes aussi. Il les adorait. J'espère que tu es heureuse. Jack, le frère sans emploi, celui qui passait ses journées à rouler sur une moto payée avec mon argent, goûtait enfin à la réalité. J'ai pris une photo de ma nouvelle tenue d'hôpital, mes premiers vêtements de travail neufs depuis 2 ans, et je l'ai renvoyé avec un message. J'adore pouvoir m'offrir mes propres vêtements. C'est marrant, non? Il n'a jamais répondu. Les rumeurs ont circulé à travers les couloirs de l'hôpital plus vite qu'une infection nosocomiale. On disait que Jack avait enfin trouvé un emploi, un vrai, dans un entrepôt. Que la Maison du Lac avait reçu plusieurs offres, toutes bien en dessous du prix demandé. Et que les fameuses réparations urgentes, dont parlait Nancy, n'étaient pas qu'un prétexte. Henri était retourné vivre chez ses parents. Officiellement, pour les aider à traverser cette période difficile. En réalité, je soupçonnais surtout qu'il ne pouvait plus payer l'appartement tout seul. Cette semaine-là, Nancy a laissé un dernier message vocal. J'espère que tu peux vivre avec le fait d'avoir détruit une famille comme ça. On t'a accueilli, et voilà comment tu nous remercies. Je l'ai gardé. Pas par culpabilité. Mais pour me souvenir. Ils avaient accepté mon argent, pas moi. Et maintenant, enfin, ils comprenaient la différence. J'ai écouté le message une dernière fois avant de le supprimer définitivement. Ces mots, détruire une famille, résonnaient encore dans mon appartement vide pendant que je fermais ma valise. Un voyage que je préparais depuis des semaines. 2 mois d'économie. 2 mois sans financer leur train de vie. Et j'avais enfin assez pour réaliser un vieux rêve, un voyage en solo à Sedona. Les Red Rock m'avaient toujours fasciné. Depuis mes études d'infirmière,
quand une camarade m'avait montré des photos de ses vacances là-bas. Je m'étais promis qu'un jour, quand j'aurai les moyens, j'irai. Et maintenant, je réalisais que je les avais toujours eus. Je les donnais simplement aux mauvaises personnes. Le vol partait tôt, un de ces billets bon marché qu'on prend parce qu'on n'a plus rien à prouver. Le siège du milieu ne me gênait pas. Ni les pleurs du bébé de rang derrière. Pour la première fois depuis longtemps, je ne fuyais pas quelque chose. Je volais vers quelque chose. Et c'était toute la différence. Sedona, en octobre, était parfaite. Des journées chaudes, des nuits fraîches, une lumière dorée qui faisait briller les rochers comme s'ils brûlaient de l'intérieur. Mon hôtel était modeste, mais propre et tranquille. Depuis la fenêtre, je voyais Thunder Mountain. Ce premier soir, je me suis assise sur le petit balcon avec une tasse de thé. Le soleil se couchait lentement, peignant les roches de couleurs dont je ne connaissais même pas les noms. Le lendemain, à l'aube, j'ai commencé le sentier de Cathedral Rock. La montée était plus raide que je ne l'avais imaginé. Chaque pas tirait sur mes jambes, chaque respiration brûlait ma poitrine. Mais j'avançais. Les autres randonneurs me dépassaient, plus jeunes, plus vifs, mais je m'en fichais. Ce n'était pas une course. C'était un pèlerinage. À mi-chemin, je me suis arrêtée sur une corniche pour reprendre mon souffle. Mon téléphone a vibré. J'avais oublié de le mettre en mode avion. Une notification. Un email. Nancy. Envoyé à une longue liste d'adresses, probablement tous ses contacts. L'objet. La vérité sur Lauren Mitchell. J'ai hésité. J'ai failli supprimer sans lire. Puis, par curiosité, j'ai ouvert. 3 paragraphes. 3 paragraphes empoisonnés. Elle y racontait comment j'avais détruit leur famille. Comment j'avais manipulé Henri, la compassion, pour finalement leur couper les vivres au moment où ils en avaient le plus besoin. Elle détaillait leur malheur. La maison au bord du lac perdu. La moto de Jake saisie. Leur situation précaire actuelle. Et, bien sûr, elle me rendait responsable de tout. Le courriel avait été envoyé à 43 personnes. Des proches, des amis de leur église. Même certains collègues d'Henri dont je reconnaissais les noms. Elle n'avait même pas pris la peine d'utiliser le CCI. Tout le monde pouvait tout voir. Tout le monde pouvait juger. Assise sur le rocher rouge, je regardais la vallée en contrebas. Et je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse. Juste une étrange légèreté. Comme observer un orage passer, sans recevoir une seule goutte. Alors j'ai répondu à tous. Mon message était simple, factuel. Et, je suppose, impitoyablement honnête. J'ai contribué 100 800 $ en 3 ans. Tout en étant exclu des réunions de famille. On m'a dit que le voyage annuel au lac était annulé pour raisons budgétaires. Avant que je ne voie des photos de tout le monde, sauf moi. Vous n'avez pas de difficulté parce que j'ai cessé de donner. Vous en avez parce que vous n'avez jamais appris à vivre selon vos moyens. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous prie de me retirer de toute communication future. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone, complètement. Le reste de la randonnée s'est déroulé dans un calme absolu. Juste moi, la pierre rouge, et le vaste ciel de l'Arizona. Au sommet, je me suis assise parmi d'autres randonneurs. Tous silencieux, respirant ce moment suspendu. À côté de moi, une femme de mon âge, seule elle aussi, contemplait l'horizon. Première fois, m'a-t-elle demandé. Oui. Et vous? La 3e. Je viens ici après chaque grand tournant de ma vie. Un divorce, un changement de carrière. Et maintenant la retraite. Elle a souri. Ces rochers ont tout vu. Nous sommes restés là, en silence. 2 inconnus, unis par la même certitude. Certains voyages doivent se faire seuls. 3 jours plus tard, à mon retour, la maison au bord du lac était mise aux enchères. Mélissa, bien sûr, avait tout documenté sur les réseaux sociaux. Les photos du panneau à vendre. Les vidéos des visiteurs. Et enfin, une dernière image d'elle debout sur le quai. Avec cette légende. Adieu, souvenir d'enfance. Certaines personnes connaissent le prix de tout. Mais la valeur de rien. J'étais à l'hôpital quand la vente a eu lieu. Mes mains restaient fermes. Tandis que j'insérais une aiguille dans les veines fragiles d'un patient âgé. Sa fille, debout à côté de moi, me regardait avec inquiétude. Et dans ses yeux, j'ai reconnu quelque chose de familier. Vous êtes l'infirmière dont tout le monde parle, murmura-t-elle. Celle des publications de Mélissa. J'ai levé les yeux vers elle,
sans interrompre mon geste. Elle a ajouté. La famille de mon ex-mari a fait pareil. Ils ont pris, puis m'ont traité d'égoïste quand j'ai arrêté de donner. Vous êtes courageuse. Juste pragmatique, ai-je répondu calmement. Votre père va s'en sortir. Ce médicament va soulager la douleur. Et en tenant la main de cet homme pendant l'intervention, j'ai compris quelque chose d'évident. C'était ça, ma vraie famille. Ces couloirs, ces patients, ces collègues. Des gens qui appréciaient ma présence, mes compétences, ma compassion. Et non mon compte en banque. Quelques jours plus tard, les papiers du divorce sont arrivés. Et cette fois, en signant, je n'ai pas ressenti de perte. Seulement la paix. 2 semaines plus tard, j'étais prête. Mon avocat, payé de mes propres moyens, avait tout simplifié. Un divorce sans faute. Aucune pension alimentaire. Rien à réclamer. Juste une rupture nette. L'huissier a remis les papiers à Henri, chez ses parents. Il m'a raconté plus tard qu'Henri avait ouvert la portière des faits. Comme s'il avait vieilli de 5 ans en 5 mois. Chemise froissée, regard creux. L'image d'un homme dont le confort s'était effondré. Il m'a appelé aussitôt. Lorraine, s'il te plaît, on peut arranger ça. Viens à l'appartement, parlons. Il n'y a rien à discuter, Henri. Signez les papiers. J'ai fait des erreurs. Non. Vous avez fait des choix. Et moi aussi. Le mien, c'est d'arrêter de financer ceux qui m'excluent. Dehors, Nancy observait la scène depuis la fenêtre. Le visage collé à la vitre. Comme une enfant devant une vitrine d'un magasin où elle ne pouvait plus entrer. 2 jours plus tard, les documents signés sont revenus au cabinet de mon avocat. Henri avait apposé sa signature sur chaque page. De plus en plus tremblante à mesure qu'il tournait les feuillets. 6 mois plus tard, Thanksgiving est arrivé. Et, à ma surprise, une enveloppe m'attendait dans ma boîte aux lettres. Un papier cartonné, luxueux, sans doute acheté avant leur chute. Malgré tout, vous êtes toujours de la famille. Veuillez vous joindre à nous pour le dîner de Thanksgiving. L'adresse de retour n'était plus celle de la maison au bord du lac, mais celle de leur appartement de location. Cette année, le dîner aurait lieu dans une salle à manger étroite, sans vue, avec une dinde achetée en magasin, et non la volaille bio des années d'abondance. De toute façon, je travaillais ce soir-là. Les congés payés étaient trop précieux. Et l'hôpital manquait de personnel. Mais même si j'avais eu la soirée libre, ma réponse aurait été la même. J'ai renvoyé l'invitation avec une seule phrase barrée. La famille ne demande pas de paiement pour l'entrée. Puis, un à un, je les ai bloqués. Henri. Nancy. Jacques. Mélissa. Même les cousins qui m'avaient traité de sans cœur. Effacés de mon téléphone. Effacés de ma vie. Effacés de mon avenir. Ce soir-là, aux urgences, je travaillais avec une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Les couloirs débordaient, comme toujours pendant les fêtes. Mais je me sentais calme. Aucun téléphone qui vibre. Aucune culpabilité à gérer. Juste mon travail. Mes patients. Et la douce liberté d'être enfin déconnecté. De ceux qui m'épuisaient. Mitchell, tu veux de la dinde? Le docteur Martinez m'avait tendu une assiette depuis la salle de pause. L'hôpital avait organisé un petit repas pour le personnel. Merci, ai-je dit en acceptant. De la vraie dinde. De la vraie farce. Une vraie appartenance. Ici, personne n'attendait d'être payé pour être admis. Les mois ont passé tranquillement. L'hiver s'est effacé devant le printemps. Le printemps a cédé la place à l'été. Et moi? Je n'attendais plus rien de personne. Je vivais. Simplement. Libre. J'ai appris à vivre seule, sans me sentir seule. À cuisiner pour une personne, sans que le silence de la table me pèse. Mon appartement s'est peu à peu transformé. J'y ai mis des plantes. Une sansevieria près de la fenêtre. Une plante rampante sur une étagère. Et un spathiphyllum qui, un jour de juillet, a fleuri sans prévenir. Elle se portait bien, baignée par la lumière naturelle des fenêtres grandes ouvertes. Rien à voir avec notre ancien appartement, où tout semblait bloqué, étouffé. Et comme par effet miroir, mon compte en banque s'est mis lui aussi à respirer. Fini l'hémorragie des $2800 mensuels. En quelques mois, il s'est stabilisé. Puis, avec la promotion au poste de chef d'équipe,
6 mois après ma séparation d'Henri. Il a commencé à grimper. Pas de façon spectaculaire, pas de fortune soudaine. Mais suffisamment. Assez pour réparer la voiture sans paniquer. Pour acheter de nouvelles chaussures de travail sans culpabiliser. Pour s'offrir un bon dîner, de temps en temps, sans vérifier 3 fois le prix. En août, la rédaction du bulletin de l'hôpital m'a contacté. Nous lançons une série sur le bien-être financier des soignants. Accepteriez-vous d'écrire quelque chose? J'ai accepté. J'ai écrit sur les abus financiers, sans citer de nom. Sur la manière insidieuse dont tout commence. Juste une aide temporaire. Puis les urgences familiales se multiplient. Les demandes deviennent constantes. Et tout se cache derrière la culpabilité et l'amour. J'ai écrit sur le moment où l'on comprend enfin qu'il faut se valoriser plus que leur approbation. La réaction m'a bouleversée. Des collègues, avec qui je travaillais depuis des années, sont venus me parler discrètement. Ça m'est arrivé aussi. La famille de mon ex-femme faisait pareil. J'en suis encore là. Comment t'en es sorti? Alors j'ai lancé un groupe de soutien informel. Tous les jeudis soirs, chez moi, du thé et des discussions franches. On l'a appelé « les limites financières des soignants ». On avait découvert que les infirmières étaient particulièrement vulnérables à ce genre d'exploitation. On nous avait appris à aider, à nous sacrifier, à passer les autres avant nous. Ce dévouement faisait de nous des cibles idéales. Un jeudi de septembre, exactement 1 an après ce coup de fil depuis le placard à fourniture, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture d'Henri. J'ai hésité à la jeter sans l'ouvrir. Puis, par curiosité, je l'ai lue. Son écriture avait changé, plus fine, plus soignée. Comme s'il pesait chaque mot. Lorraine. Je t'écris depuis mon studio, celui que je peux payer avec mes 2 emplois. C'est drôle, je n'avais jamais compris ce que « travailler » voulait dire avant de devoir le faire. Je vois maintenant ce qu'on t'a pris. Pas seulement ton argent, mais ta dignité, ton respect, ton sentiment d'appartenance. On t'a fait payer le privilège d'être exclu et moi, je l'ai laissé faire. Pire, je l'ai orchestré. Maman te reproche encore notre chute. Mélissa publie des articles sur la loyauté familiale. Jacques se plaint de son travail à l'entrepôt. Les autres ne comprennent pas, mais moi, je sais. Nous n'étions pas une famille. Nous étions des parasites. Et j'étais la pire, parce que j'étais celle qui était censée t'aimer. Je ne cherche pas ton pardon. Je n'attends rien. Je voulais seulement que tu saches qu'au moins une personne, au milieu de tout ce désastre, comprend enfin ce qu'on t'a fait. C'était mal. C'était cruel. Et tu méritais tellement mieux. J'ai lu sa lettre une seule fois, assise à ma petite table de cuisine, une tasse de café à la main. J'ai ressenti une pointe de tristesse non pas pour lui, mais pour le mariage qu'on aurait pu avoir. S'il avait eu ce genre d'honnêteté dès le départ. Puis j'ai rangé la lettre dans une boîte, étiquetée simplement « Passé ». Et j'ai continué ma journée. 2 mois plus tard, Madame Patterson a frappé à ma porte. Avez-vous vu la nécrologie? Nancy était décédée, crise cardiaque, à 67 ans. Les funérailles auraient lieu ce samedi, à l'église de Lake Town. Celle qu'ils fréquentaient quand ils avaient encore la maison au bord du lac. Je n'y suis pas allée. Je n'ai même pas hésité. Mais 3 semaines plus tard, une lettre recommandée m'attendait. Un cabinet d'avocats. Le testament de Nancy, rédigé des années plus tôt, à une époque où j'étais encore la belle-fille modèle, n'avait jamais été modifié. Elle m'avait légué sa collection de bijoux. Évidemment, Mélissa a immédiatement contesté. Mais le testament était clair, sans ambiguïté. Nancy l'avait écrit à une époque où elle aimait encore jouer la belle-mère attentionnée, pensant sans doute que ses bijoux me rendraient reconnaissante et docile. L'ironie était parfaite. Elle venait, sans le savoir, de m'adresser un dernier versement d'outre-tombe. La collection valait environ 15 000 $. De véritables pièces d'or, des pierres précieuses. Des bijoux qu'elle portait à ses réunions de famille dont j'étais exclue. Achetés avec l'argent que j'avais, en partie, contribué à leur donner. Je les ai tous vendus, un à un bijoutier du centre-ville. Puis je suis allée directement au refuge pour femmes de Maple Street. La directrice, une femme à l'air fatiguée nommée Patricia, a pris le chèque, surprise. C'est incroyablement généreux, madame. Souhaitez-vous que le don porte un nom? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu. Oui. Appelez-le le fonds familial.
Pour les femmes qui retrouvent leur vraie famille après avoir perdu la fausse. Elle m'a regardé avec cette reconnaissance silencieuse qu'ont ceux qui ont déjà entendu ce genre d'histoire. C'est pour le fond familial, n'est-ce pas, a-t-elle murmuré. J'ai simplement hoché la tête. Aujourd'hui, cela fait 2 ans depuis cette fameuse vidéo Instagram. 2 ans depuis que tout a basculé. Je me suis portée volontaire pour l'équipe du lever du soleil. Histoire de marquer cet anniversaire par quelque chose qui ait du sens. Quelque chose de vrai. Le trajet vers l'hôpital à 5 heures du matin était paisible. Les rues étaient désertes, la musique classique flottait doucement à la radio. Et le café chaud dans ma tasse de voyage avait ce goût simple et satisfaisant. Des choses que je pouvais enfin m'offrir sans culpabilité. Le ciel se teintait lentement de pêche et d'or. Mon téléphone, rangé au fond de mon sac, restait silencieux. Aucun message d'urgence. Aucun appel culpabilisant. Aucune voix larmoyante parlant de « famille détruite ». Juste le calme. Juste la paix. Je me suis garé à ma place habituelle, un petit privilège du poste de superviseur. Puis j'ai marché vers l'entrée du personnel. La porte automatique s'est ouverte dans un souffle familier. Comme si le bâtiment lui-même me reconnaissait. Comme s'il me disait « Bienvenue chez toi ». Et puis, comme un écho venu d'un autre monde, une voix joyeuse s'élève, celle d'une narratrice que je ne connais pas. Si cette histoire de trahison, de perte et de renaissance vous a touché, mettez un j'aime dès maintenant. Mon moment préféré? Quand Lorraine a répondu. Demande à ta famille ce qu'ils ont fait de ces vacances au bord du lac. Et vous? Quel a été votre moment de justice préféré? Partagez-le dans les commentaires. Pour d'autres récits inspirants comme celui de Lorraine, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ainsi, l'histoire intime de Lorraine, son combat, sa libération, sa paix retrouvée, devient un message pour d'autres, une lumière transmise. Non plus un cri de douleur, mais une preuve tranquille que certaines ruptures ne détruisent pas. Elles délivrent.